Alors, je m'appelle Nadia Idzaï, je suis avocate, je suis enseignante à la faculté de droit et pour mon âge, j'ai 60 ans. Bonjour. Bonjour Sihem, ça va? Ça va et vous? Yamina, bonjour. Je suis avocate, ça a été une de mes vocations, oui, parce que et je m'y suis engagée jusqu'à la fin de mes études. Mais avant d'arriver à être avocate, j'ai fait plusieurs choses avant. J'ai travaillé dans une entreprise nationale. Puis ensuite, j'ai fait un mandat électoral de 79 à 84. Donc, j'ai été élue première adjointe au maire. Puis à la fin de mon mandat, en 1984, j'ai rejoint à la fois la faculté et je me suis inscrite au barreau. J'ai créé le CIDEF en 2002 parce que la nécessité s'est imposée pour le mouvement féminin. N'oubliez pas que le mouvement associatif est né dans les années 90. C'est en cela que le travail du CIDEF est un travail de plaidoyer, un travail avec un objectif lointain qui est celui de modifier les lois discriminatoires et un travail aussi de sensibilisation et de vulgarisation des lois qui sont présentes. Alors vous avez là un peu toute la production du centre, hein. Nous avons les missions du centre qui sont là, elles sont au nombre de 6. On a la première étude, et c'est par cela qu'on a commencé à travailler, qui parle de la représentativité des femmes au Maghreb, et c'est ce qui nous a permis de faire le plaidoyer pour arriver à la loi sur le quota. Donc nous avons mis 10 ans pour faire ce plaidoyer. Pendant 10 ans, nous avons travaillé pour avoir la loi sur le quota. On a mis en réseau 15 centres d'écoute qui sont sur l'ensemble du territoire national, Alger, Oran, Tizi Ouzou, Annaba, Constantine. Et on a essayé donc de travailler ensemble, mais on l'a fait, de renforcer leurs capacités. Donc on a monté ce réseau, on a monté aussi une base de données avec eux, on a un système d'information qu'ils alimentent et qui nous permettent ensuite de faire des rapports annuels sur les violences faites aux femmes. Nous avons fait un certain nombre d'ouvrages pour permettre une vulgarisation des droits des femmes. Par exemple, la justice est la même pour tous, hommes et femmes, et on montre un peu quel est le cheminement pour aller devant le tribunal et les lois. Nous avons alors ce guide du Code de la famille, qui est un guide didactique, mais aussi un guide qui permet une vulgarisation des amendements. Il est assez bien fait parce que, comme c'est très rébarbatif de lire une loi, nous l'avons fait à partir de caricatures pour attirer l'attention des personnes, pour pouvoir comprendre les articles. C'est quelque chose qui marche très bien, et puis ça nous permet de faire des formations. Nous formons les militantes des associations aux droits de la femme dans la famille. Ça, c'est important pour nous. Là, l'association est ouverte à tout le monde, hein. L'essentiel est qu'ils peuvent venir
nous voir, puisque nous sommes au Sacré-Cœur. Nous sommes assez bien connus parce que, avec tous les travaux que nous faisons, que nous réalisons, avec la revue qui est trimestrielle et qui est envoyée à tout le monde, avec nos passages à la radio, avec notre centre d'écoute aussi que nous avons ici au niveau du centre. Le numéro de téléphone que nous donnons pour que les femmes viennent. L'essentiel est que celui qui a envie de donner de son temps vienne nous voir. Merci. Ben là, on va dans les locaux d'une association qui un programme de formation pour des jeunes bénévoles qui ont envie d'être des aides à domicile, mais surtout des aides aux personnes âgées. Mais comme c'est un corps qui n'existe pas encore légalement, l'association essaie de leur donner les premiers outils donc d'accompagnement des personnes âgées en matière sociale, accompagnement humain aussi, parce que ça commence par cela. Aujourd'hui, je crois que je vais vous introduire un peu à la responsabilité du travail que vous allez faire, en fait, en tant que personnes qui vont aider les personnes âgées. C'est vrai que ça répond à un besoin, ça répond aussi à un engagement que vous avez. Alors vous savez très bien qu'il y a des lois qui protègent ces personnes âgées. D'abord le code de la famille, on en a parlé, hein, on vous avait dit que tous les enfants, tous les descendants doivent entretenir leur ascendant, donc leurs parents. Pourquoi il y a eu une telle loi? Il faut la resituer dans son contexte. Eh bien parce qu'on a eu à un moment donné beaucoup d'enfants qui mettaient leurs parents dans les centres d'accueil pour les déposséder, pour leur prendre leurs biens. La mère ou le père fait un désistement et en faisant ce désistement donc du logement qu'il occupait avec son fils, il se retrouvait donc après au centre d'hébergement, et vous savez que sur Alger il y en a 3, il n'y a pas beaucoup de place. Vous connaissez autour de vous des personnes qui ont abandonné leurs parents? Moi, personnellement, je n'ai jamais connu. Vous n'avez jamais connu. Donc, vous êtes dans un environnement, ou alors c'est les enfants qui vivent chez les parents? Non, c'est les enfants qui vivent chez les parents. C'est les enfants qui vivent chez les parents. Donc aujourd'hui, cette loi est venue pour protéger ces personnes âgées et dire aux enfants, vous avez un devoir d'entretien. Et dire aux enfants, vous êtes obligés d'entretenir vos parents, bien entendu, selon vos capacités financières et vos ressources financières. Ce qui ne veut pas dire que les pouvoirs publics ne sont pas aussi dans l'obligation de prendre en charge les personnes démunies, puisqu'on voit qu'il y a un filet social qui a été mis en place en matière de pension pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Donc il y a des montants qui sont octroyés à ces personnes-là. Une belle photo de belles femmes avec un regard déterminé. Je pense qu'elles savent ce qu'elles ont envie de faire ou ce qu'elles font déjà. Elles sont jolies. Avec le drapeau algérien, déjà en 58. Maintenant, parmi toutes celles-là, peut-être j'ai le regret, et c'est dommage hein, de le dire, que je n'en connais aucune. Et c'est là en fait ce qui désole le plus, c'est qu'on parle d'elles, nous parlons d'elles,
Nous les prenons, nous les avons toutes prises comme repères, nous les prenons comme repères dans notre combat. Mais on n'en connaît que 3 ou 4 ou pas même 10. Hein. Et c'est ça qui fait mal parce qu'en fait, il y a beaucoup de moujéhidettes anonymes qu'on ne connaît pas et qu'on aurait pu connaître. Parce qu'elles auraient pu passer aussi le flambeau, mais elles-mêmes n'ont pas été, je pense qu'elles-mêmes n'ont pas été honorées comme il se doit. Et je pense que le lien ne s'est pas fait assez entre elles et nous, entre cette génération et la nôtre. Moi, à l'indépendance, j'avais 10 ans et donc j'ai des souvenirs de moments de liesse de la population, donc hommes et femmes dans les camions avec le drapeau algérien, donc un moment de bonheur intense. Vécu par les Algériens que je voyais, donc un moment de bonheur qui vous envahit aussi, peut-être même sans trop comprendre ce que ça voulait dire, mais vous le comprenez parce que on a quand même vécu et j'ai quand même vécu des scènes avant l'indépendance qui interpellaient mon esprit et ma conscience. La grande réussite, c'est d'avoir construit les institutions et d'avoir réussi à mettre en place une nation, hein, parce que c'est pas évident après l'indépendance, vu l'état où se trouvaient les institutions algériennes, d'arriver à ce que nous sommes 50 ans après. Ça, je pense et puis d'une stabilité et d'une unité du pays. Ça, je pense que ça a été une grande réussite avec cette construction des institutions et d'un arsenal juridique. C'est dans la différence que nous pouvons évoluer. On ne peut pas être tous des Algériens de la même trempe et de la même identité ou autre. Donc c'est que l'on reconnaisse cette diversité. Et que les femmes aussi jouissent de leur pleine citoyenneté telle qu'elle leur est reconnue dans la Constitution. Voilà, ça c'est réellement mon vœu.